présenter, pour autant qu'il y ait besoin, Jean-Marc Delétang, je vais rappeler les raisons de cette manifestation, ce deuxième colloque du numérique. D'abord, saluer la présence notamment du président du conseil départemental, Nicolas. Merci d'être avec nous. Ça montre que les élus sont capables de s'occuper aussi du numérique. Et tu es en charge du numérique d'ailleurs. Et il y a un stand sur le déploiement d'ailleurs du numérique, pris en charge par le département dans toutes les zones non denses. C'est un engagement qui est très important et qu'il faut rappeler. Donc merci à la fois de ce que tu fais pour que nos entreprises soient enfin rattachées avec le reste du monde, et puis pour l'investissement que cela représente. Ce deuxième colloque du numérique qui fait suite au premier l'année dernière, un certain nombre d'entre vous étiez peut-être avec nous, et il avait connu un certain succès et qui nous a encouragés à organiser cette deuxième journée du numérique, comme je le préciserai, avec une orientation complémentaire de la première. Avant de dire un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui, simplement rappeler la bande de gangsters qui, à côté de moi, anime une partie de la Chambre de commerce, et en tout cas plus particulièrement pour cette journée numérique. D'abord, un absent qui malheureusement a dû prendre une disposition pour être à Paris aujourd'hui, c'est Alexis Ménard, qui est en même temps donc un acolyte de ce projet, qui est sur le Loire-Chartec et qui est un esprit brillant dans le cadre du numérique, qui nous a beaucoup aidé. Donc merci Alexis, même si tu n'es pas là, tu nous entends. Tu es branché sûrement sur les réseaux sociaux. Marie-Noëlle Amiot, qui est la présidente de la commission industrie, s'est beaucoup battue, notamment pour l'orientation que j'expliquerai ensuite. Jean-Christophe Perruchot, qui ne va être bien loin, qui avait déjà présenté l'année dernière une solution, je crois que tu interviens encore d'ailleurs avec ton entreprise dans un des ateliers. Michel Differ, que tout le monde connaît, qui est ici avec nous. Daniel Ravino, qui ne va pas être loin, il est là au deuxième rang. Paul Seignol, ça ne vous présente plus, qui est omniprésent dans tout ce qui se passe à Blois. Et puis le permanent qui nous a aidés, qui est Jean-Marc Lefort, qui est discrètement sur la droite et donc à votre gauche. Merci donc à toute cette équipe d'avoir pu réfléchir à l'organisation de ce deuxième colloque. Lorsque l'on a fait le bilan, il y avait une volonté, le bilan de l'année dernière, d'être peut-être encore plus concret qu'on l'avait été. Vous vous souvenez qu'il y avait eu de très belles conférences qui avaient animé le début et la fin de la journée, et des ateliers au milieu. Mais on a voulu que les entreprises que vous êtes puissent identifier peut-être encore plus facilement, qu'on soit moins peut-être dans une théorie du passage au numérique, mais dans la pratique. Comment concrètement on peut faire? Je rappelle que le point de départ, il y a 18 mois, ça avait été un article des Échos qui montrait que 85% des entreprises PME, PMI ne se préoccupaient pas du numérique, considéraient que le numérique c'était pour les autres, peut-être pour les plus grands groupes, mais ne voyaient pas en quoi leur métier allait être bouleversé par le numérique. Ils considéraient que de toute façon, il n'y avait pas besoin d'y réfléchir plus que ça se passait bien. Et en tant que chambre de commerce, on a la condition inverse, c'est-à-dire que 85% des entreprises sont sûrement concernées, il y a peut-être 15% qui ne vont pas trop impacter, et donc d'où cette nécessité d'aider dans notre territoire, dans le Loir-et-Cher, de voir comment on pouvait aider ces entreprises à réfléchir à l'impact qu'elles auraient sans doute dans le présent, dans l'avenir le plus immédiat. Donc, d'où la volonté, y compris pour notre conférence d'ouverture, et je vais revenir dans un instant, d'être sur des exemples concrets d'entreprises, si possible du Loir-et-Cher, mais on est capable d'étendre le Loir-et-Cher vers la Touraine, vers l'Orléanais, voire le Berry, pour trouver des exemples concrets d'entreprises accompagnés par des prestataires, le cas échéant, et d'avoir des couples. Et ça, on va le retrouver dans les ateliers auxquels vous allez pouvoir assister à la fin de cette conférence, qui nous expliqueront quel est l'enjeu d'un certain nombre de thèmes qu'on a souhaité redécouvrir. La cybersécurité, c'est un problème évidemment qui est complètement prégnant à chaque fois qu'on parle numérique, qui d'ailleurs peut justifier pour certains le fait de ne pas aller vers le numérique en disant de toute façon c'est une source d'emmerdement, donc il faut mieux rester avec le papier et le crayon, ça ne crée pas de difficulté. Mais c'est aussi des places de marché, comment une entreprise aujourd'hui va pouvoir, au travers des places de marché, avoir une visibilité qu'elle n'avait pas avec son site tout simplement ouvert en ligne. De parler de blockchain aussi, parce que la blockchain a été un peu dévoyée par le Bitcoin, et on parle du Bitcoin comme étant une utilisation de blockchain, mais le blockchain c'est bien autre chose que vous découvrirez dans la journée.
mais c'est aussi les objets connectés, j'en passe les meilleurs. Vous avez dû tous vous inscrire, si vous restez toute la journée avec nous, à un certain nombre d'ateliers. À chaque fois, vous avez un choix dual, soit un atelier ou un autre, suivant l'intérêt que vous portez. Et l'idée, c'est de l'accompagner tout au long de cette journée, avec des choses le plus pratiques possible, vous permettant d'identifier le chemin qui vous permettra vous-même d'aller vers le numérique. Voilà, donc, et pour commencer, on a essayé de trouver le plus près possible, parce que c'est d'autant plus facile de s'identifier lorsqu'on a quelqu'un qui habite à Blois, qui a, alors il a connu une carrière internationale, il a été sur tous les circuits de moto du monde, parce que ça a été ta première vie, et puis malheureusement ça n'a qu'un temps, et il faut se reconvertir, comme on dit, quand on est comme ça un athlète de haut niveau, dans ce que tu savais, que tu connaissais bien, c'est-à-dire ce qu'il y avait sous tes fesses, si je puis me permettre d'être vulgaire, qui te permettait d'avoir des performances étonnantes et de pouvoir commercialiser bêtement le produit en question. Et puis, et c'est là que je te passerai la parole de toute façon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et quand on part d'un point A et qu'on a envie de durer, il faut se remettre en cause. Et tu l'as fait superbement, et ton aventure, on a vraiment souhaité que ça soit la conférence d'ouverture, pour que justement, dans l'idée de ce qui était développé par le comité de pilotage, on ait une illustration in situ dans notre ville, de la façon dont un acteur industriel, parce que c'est presque l'industrie maintenant sur lequel tu es passé, commerçant, a pu complètement renouveler son modèle économique, et que ça nous donne à la fois envie, peut-être de faire la moto, mais aussi de voir comment, pour chacune de nos entreprises, le chemin peut être semblable au tien, ou en tout cas parallèle. Et voilà. Et donc, merci d'avoir accepté de te prêter à ce jeu, de nous convaincre que le numérique, ça n'est pas fait pour les autres. Merci encore. Merci. Tout d'abord, oui, je voudrais tous vous remercier, mais surtout en avant, c'est toutes les personnes de la CCI. Je pense à Yvan Sommet, je pense à Paul Seignol qui, sur un morceau de selle de vélo, on était en train de parler en disant: est-ce que tu voudrais bien te rendre utile pour la conférence sur le colloque numérique? Et Jean-Marc Aufort qui a vraiment... Il m'a vraiment aidé, vous m'avez vraiment aidé à monter cette explication, tout ça, parce qu'encore une fois, donc, je suis originaire de Blois, j'ai une carrière avec plusieurs vies, mais il est pas facile parfois de pouvoir transposer ce que vous avez pu vivre au quotidien sur plein d'années pour réussir à en faire voilà, une présentation sur ma vie, ça fait déjà quelques années, mais il était important pour moi de vous faire un petit passage sur ce qui s'est passé pendant ces 30 dernières années. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de mon métier, donc comme le disait tout à l'heure Yvan, j'ai eu une belle carrière, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ce que je voulais vraiment, c'était revenir sur ces 30 dernières années. Donc, le marché de la moto et la riposte numérique. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 30 ans. Donc là, j'ai un petit mot pour Manolo. Ça fait 30 ans, pendant 30 ans, j'étais la tête dans le guidon. Donc j'ai été, dans un premier temps, vous allez avoir ma carrière. Donc j'ai commencé à faire de la moto en 87. J'ai obtenu mon premier titre qui a vraiment lancé ma carrière, qui a été en 92, j'ai gagné la Coupe du Monde Suzuki, qui était organisée par Suzuki Japon. Il y avait 30 pays qui participaient à cette épreuve. Et du coup, il y avait des sélections au niveau des pays nationaux, donc j'ai fini dans les 3 premiers de la France et j'ai été donc embarqué entre guillemets dans cette compétition que j'ai gagnée. Donc ça a vraiment été le lancement de ma carrière. Ensuite, après en 92, j'ai eu un titre de champion de France. En Superbike, 4-13, j'ai gagné mon premier bol d'or. Donc ça a encore une fois été un changement radical de vie parce que au même titre, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un. À l'époque, on n'avait pas encore une fois les réseaux sociaux, on n'avait pas d'internet, on n'avait pas de suivi, donc tout ce qui se passait était généré par la presse, et il n'y avait pas Facebook, Twitter ou quoi que ce soit. Donc le bol d'or a marqué vraiment
Ça a été pour moi le début du commencement, parce que j'ai été invité par Suzuki à faire une soirée chez un concessionnaire à Rouen, et là je me suis aperçu de l'engouement qu'il y avait à cette soirée, et j'ai pris conscience que dans notre région, il y avait vraiment un manque au niveau de la moto, du commerce de moto, donc j'ai décidé, j'ai commencé à mettre dans ma tête une réflexion sur justement comment je pourrais essayer de mettre à disposition des clients une autre façon de gérer un commerce. Parce que c'est vrai que sur Blois, quand on venait, il y avait des magasins qui étaient ouverts, mais on n'avait pas forcément du conseil, ça coïncidait pas forcément avec ce dont on avait besoin. Et cette première victoire au Bol d'Or a été très révélatrice pour moi. En plus, alors, après, excusez-moi, en 95, j'ai eu un nouveau titre de champion de France. En 97, j'ai eu un nouveau titre encore de champion de France de Superbike. Et après, en 2000, il m'est arrivé une chose, c'est que j'ai eu un grave accident. Alors, souvent, les personnes me demandent combien d'accidents j'ai eu pendant ma carrière. Malheureusement, je me suis amusé à les noter. Et à la fin de ma carrière, je suis arrivé à 130 chutes avec 30 fractures. Donc je peux vous dire qu'en ce moment, quand il y a des changements de température et d'hydrométrie qui vont vers l'humidité, eh bien ce sont des moments qui sont assez difficiles à vivre. Alors je préfère aller dans le sud de l'Espagne, aller chercher un peu de soleil, mais pour gérer des affaires à Blois, c'est pas facile. Donc en 2000, j'ai eu ce grave accident au mois de mai, et je me suis vraiment posé la question, parce que dans l'entrefait, j'avais déjà commencé à ouvrir mes affaires. C'est-à-dire qu'en 95, vous voyez, en 95, j'ai ouvert ma première concession à Blois, parce que j'ai pris conscience que, suite justement à cette visite chez ce concessionnaire à Rouen, que, et d'une, ma carrière était éphémère, qu'on n'était pas à l'abri d'un accident, quoi que ce soit, qui pourrait remettre en cause ma vie, et il était important que je puisse préparer un peu ma retraite. Donc j'ai ouvert ce premier magasin en 95. Pour revenir au niveau de ma carrière, donc, en 2000, j'ai gagné le Bol d'Or, j'ai gagné les 24 heures de Spa, et j'ai terminé en 2002, parce que pendant l'année 2001, si vous voulez, quand on fait du sport de haut niveau, alors soit vous avez une lassitude qui s'installe par rapport à la rigueur de l'entraînement. Je faisais plus de 30 heures de sport par semaine, et c'était quand même assez dur physiquement de tenir toujours la cadence. En 2002, j'avais 37 ans, donc si vous voulez, il y a un moment donné où le sport au quotidien, c'est quand même pas facile. J'ai réfléchi et je me disais, voilà, il est temps pour moi que j'arrête, les jeunes poussent, et je voudrais me consacrer totalement à mes affaires. Donc, j'ai réussi malgré tout à finir sur un dernier titre de champion de France. Ça m'a permis tout au long de l'année, enfin de cette année-là, de profiter pleinement du fait que ce soit ma dernière saison. Ensuite, de 2002 à 2010, je me suis consacré à mes affaires. J'ai ouvert un magasin à Blois, enfin à Tours, mais c'est surtout qu'en 2010, on a eu une demande de Motors TV et de Eurosport pour me demander si je voulais venir travailler avec eux pour être commentateur. Chose que j'ai faite. Donc là, c'était le début d'une autre aventure. C'est-à-dire que je suis arrivé dans le côté des médias avec une vision dont ils avaient besoin, parce qu'il y avait une expertise qu'on avait nous au niveau de la course et que les médias n'avaient pas forcément. Donc on était toujours associé à un journaliste sportif qui était là pour justement tenir, faire toutes les interviews, tout ça, mais nous on apportait au niveau de ces émissions vraiment quelque chose de technique sur l'expérience de course et la connaissance des pilotes. J'ai fait ça de 2010 à 2015, et à 2015, la Fédération française, qui avait besoin d'une personne pour encadrer les courses, ils avaient, au niveau de l'organisation des courses, si vous voulez, vous avez un poste de directeur de course qui est là pour justement gérer les épreuves du matin au soir. Et on se retrouvait la Fédération française se retrouvait avec une demande comme quoi il fallait professionnaliser le poste
et ils cherchaient quelqu'un. Donc du coup, ils ont fait un tour de table, et ce jour-là, mon nom est sorti en disant voilà, Jean-Marc Delétang a une certaine expérience au niveau de la course, il a des magasins, il y a peut-être moyen avec lui de trouver une organisation. Et du coup, j'ai rencontré le président de la Fédération française, on a passé un contrat depuis 2016, et ça se passe plutôt pas mal. Maintenant, donc, je fais toutes les épreuves du championnat de France Superbike. Je fais des épreuves internationales comme les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, le MotoGP et le Superbike mondial. C'est aussi une activité qui est très prenante parce que ça me prend à peu près 60 jours par an. Mais ça me permet encore d'avoir un pied dans l'univers de la course. Et par rapport à ce que je vais vous expliquer tout à l'heure sur l'évolution de mon métier, ça m'a permis justement de me faire une réflexion différente, parce que ça m'a permis de discuter avec plein de concessionnaires qui ont exactement eu le même problème que moi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 2 points de vente. Donc il y en a un qui est à Blois avec la concession Yamaha, Kawasaki, Honda, et un magasin d'accessoires. Et j'ai le même établissement à Tours, pareil avec ces 3 marques. Donc le sommaire, je vais vous faire un rapide un retour sur un petit peu ce qui s'est passé ces 10 dernières années au niveau du marché de la moto. On a été assez surpris parce qu'on a eu en 2008 les subprimes, et on a été vraiment... la moto a été malmenée parce qu'on se retrouve dans un sport, entre guillemets, dans un loisir, et du coup les gens... quand il y a des problèmes économiques qui arrivent, la moto c'est vraiment le genre de process ou de produit que vous laissez à la cave ou vous vendez parce que vous n'avez vraiment pas envie de vous en servir parce que ça coûte trop cher et la priorité n'est pas là. La solution envie de rouler, celle que je vais vous faire voir, les bilans en perspective et la stratégie. Donc comme je vous le disais, après toutes ces années passées sur les circuits, à essayer de faire évoluer ces affaires, quand j'ai ouvert mes premiers magasins en 95, on s'est vraiment retrouvé dans un marché qui était prospère. On avait chaque année une augmentation du nombre de motos vendues. On était vraiment dans une situation d'aisance, hein. On n'avait pas de problème pour recruter, on avait des modèles qui étaient neufs tous les ans. On était vraiment dans une activité prospère, où on ne se posait pas de questions. On parlait tout à l'heure du numérique. On était loin de ça, on était sur un commerce de proximité. On s'occupait de nos clients, et nos clients suffisaient à la réalisation de nos objectifs annuels. Si on prend un parallèle, si vous voulez, le marché de la moto sur le département du Loir-et-Cher, dans les années 2003, 2004, 2005, on faisait à peu près 1000 motos neuves immatriculées de toutes marques. Aujourd'hui, depuis qu'on a eu la crise en 2008, ce marché est passé de 1000 motos à 500 motos neuves toutes marques. Il était divisé par 2. Et ça s'est retrouvé exactement sur le département de l'Indre-et-Loire, là où j'ai l'autre concession. On avait, pareil, 2000 motos d'immatriculées chaque année. Là, depuis 10 ans, le marché est tombé à 1000 motos neuves. Donc il a fallu, dans nos entreprises, et là vous voyez la courbe, l'évolution du marché sur les 10 dernières années. Vous voyez, on a eu la crise en 2008, et 2009, 2010, 2011, 2012, chaque année, le marché n'a cessé de baisser. Donc imaginez, vous en tant que chef d'entreprise, vous êtes dans une activité qui est florissante, qui fonctionne, vous avez un business model qui marche, vous avez les salariés en fonction de votre volume et tout, et d'un seul coup, une année, vous faites 50% de moins. Donc il faut tout de suite se réorganiser, trouver des parades, réorganiser sa masse salariale, réorganiser ses coûts de fonctionnement, et l'année d'après, vous faites encore 50% de moins. Et ça pendant 5-6 ans. Donc imaginez, il y a un moment donné, on a besoin d'avoir des gens pour travailler, on ne peut pas travailler avec 1 ou 2 personnes, donc il a fallu, et c'est là où on a essayé de trouver des parades pour contenir cette baisse de volume, parce que malheureusement, contrairement à l'automobile où il y avait une aide des constructeurs, nous en moto, on a carrément été laissés pour compte par les constructeurs. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours en train de nous dire, et chose qui m'a été dite il y a à peu près 3 ans, ne vous inquiétez pas, la crise est bientôt finie, le marché va repartir. Alors que nous, on est complètement passé d'un marché de loisirs avec des gens qui cherchaient à la fois du loisir et de la mobilité, on s'est retrouvé qu'avec un marché de loisirs. Pour la mobilité, on a d'autres difficultés, mais en ce qui concerne la moto,
on s'aperçoit qu'on a eu aussi la répression qui a joué en notre défaveur. Donc il a fallu, pendant toutes ces années, essayer de contrer ce changement de comportement des clients. Autre fait qui a été aussi très fort, c'est que dans les années 2007, 2008, 2009, le fait de baisser le volume, les constructeurs ont augmenté les motos. On s'est retrouvé avec des motos qui ont pris 45% d'augmentation. Donc du coup, les clients ont boudé les motos neuves. Ils se sont, et là vous allez le voir, mis sur les motos d'occasion. Vous voyez, donc là on a eu un marché de l'occasion qui stagnait dans les années 2006, qui était beaucoup moins important dans la mesure où les gens avaient vraiment envie d'acheter des motos neuves parce que les prix étaient au rendez-vous. Quand vous vouliez acheter une 600 cm3, vous payez ça à peu près 4 500 €. Aujourd'hui, il faut plutôt compter entre 7 et 8 000 €. Donc du coup, le phénomène qui s'est produit, c'est que les clients ont lâché les motos neuves pour aller investir sur des motos d'occasion. Et bizarrement, quand vous regardez la première année, effectivement, la moto d'occasion perd 30% de sa valeur. Et quand on rend des véhicules, quand je fais un parallèle avec une 1300 FJR, donc ce sont des mots techniques, mais c'est une routière très haut de gamme de chez Yamaha. Cette moto-là, à l'époque, elle valait à peu près 12 000 €. Aujourd'hui, pour ce même véhicule, il faut mettre 20 000. Donc, on a automatiquement une volonté des clients de se rabattre sur de la moto d'occasion, parce qu'au bout d'un an, donc, elle est 30% moins chère. Si elle a 1 an et demi, elle arrivera à 35-40% de moins. Et du coup, on a une volonté du client de se rabattre sur de la moto d'occasion. Donc là, ça a été pour nous, en termes de bagarre entre guillemets numérique, vous m'entendez ? Ça a vraiment été pour nous le début, c'est-à-dire que à la même période est arrivé le Bon Coin. Dans les années 2008-2009, c'est les premières années où tout ce côté numérique a été mis en place. Et on a du coup essayé de travailler différemment la vente des motos neuves et des motos d'occasion, parce qu'il y avait un autre phénomène qui s'est produit. C'est quand on regarde un peu plus dans les chiffres, on s'aperçoit, regardez ça, c'est les courbes de nombre de permis passés chaque année. Et on s'aperçoit que depuis la crise, malgré la volonté des gens de bouler le marché de la moto neuve, on a des gens qui ont continué à passer le permis moto. Donc, à partir de là, on s'est aperçu qu'effectivement, on avait toujours un potentiel client qui était important pour faire des achats de moto, mais que les achats étaient différents. Donc, il a fallu que l'on prenne aussi conscience qu'au niveau de cette montée de l'Internet, ça pouvait être pour nous un véritable Dorado, parce qu'on allait pouvoir, grâce à ces supports numériques qui étaient un petit peu partout, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'arrivée du Bon Coin, c'était l'arrivée de la centrale, tous les supports papier allaient passer sur du support numérique, et là il a fallu aller chercher un moyen de communiquer sans non plus pouvoir investir, parce que n'oubliez pas que dans nos affaires, on a eu des chiffres d'affaires qui ont été divisés par 2. Donc le poste publicité a complètement été sacrifié et on ne pouvait plus se permettre de faire de la communication comme ça, à tort et à travers. Donc il fallait suivre la tendance qui était d'aller se mettre sur le Bon Coin et profiter de cela pour continuer à avoir des clients. Et donc, le magasin Type de l'étang, on a tout de suite investi justement sur ce site internet qui nous a donné beaucoup de satisfaction, parce que il faut vous dire qu'au niveau des statistiques, le changement avec cette arrivée d'Internet, c'est qu'auparavant, un client, quand il souhaitait acheter une moto, il venait à peu près 6 fois dans la concession. Discuter avec le vendeur, prendre des renseignements, éventuellement faire l'essai. Aujourd'hui, on est passé à moins de 2 visites pour la même vente. C'est-à-dire que les clients prennent toutes leurs informations sur Internet. Donc ça a été une opportunité d'un côté, parce que plutôt que d'être sur un commerce local, on est passé sur un commerce national, avec un site sur lequel on a parlé d'occasion, on a parlé de location, on a parlé de circuit, enfin, on a essayé de faire transpirer vis-à-vis de ce support informatique un petit peu l'ADN des magasins Type de l'étang. Donc, on a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, comme les occasions ont vraiment accéléré, c'est-à-dire qu'on a profité, à travers les photos qu'on a fait sur Internet, de véhiculer notre image avec des mots forts. C'est votre moto d'occasion garantie 12 mois. Et là, ça nous a permis,
certains mois de faire 80% de notre chiffre d'affaires à l'export. Alors quand je parle d'export, je ne parle pas en dehors du pays français, mais je parle vraiment en dehors de nos départements. C'est-à-dire que grâce à ces supports et à cette maîtrise de l'image, en disant voilà, sur le Bon Coin, on a été les premiers à mettre un studio photo. C'est-à-dire qu'en 2008, quand on regardait les annonces des gens, les motos étaient un peu pêle-mêle devant des grillages, alors certains même parfois devant des poubelles, vous voyez, c'était vraiment pour mettre les motos en valeur. Et du coup, on a décidé, j'ai décidé de mettre chez moi un petit studio photo avec toujours cette même baseline, type de l'étang, votre moto d'occasion garantie de 12 mois. Et à partir de là, ça nous a apporté une crédibilité à travers toutes les photos qui étaient sur Internet. Quand vous regardiez, quand le client cherchait par exemple un véhicule, il avait, alors s'il y avait 10 propositions, et il y avait une annonce qui sortait du lot, c'est celle de chez Team de l'étang, parce que la moto, l'annonce était structurée, vous voyez, vous avez une manière de faire une photo, donc devant, de face, derrière, il y avait plein d'informations, et les clients voyaient en plus une garantie de 12 mois, donc on avait tendance à rassurer les gens. Donc on s'est retrouvé à avoir beaucoup plus de fréquentation sur le site. On a à peu près entre 7 et 8 000 visites par semaine sur le site internet Team de l'étang. Et c'est resté, et comme maintenant vous savez, quand les gens veulent essayer de regarder un petit peu, parce qu'on a beaucoup de notes et tout ça qui se passe par rapport à Google et tout, ils prennent en considération le nombre d'années que la société est installée. Et là, nous, ça fait déjà depuis 2008, donc vous voyez, on a beaucoup de visuels, on a beaucoup d'annonces qui sont en ligne, donc du coup, on a beaucoup de clients. Mais parce qu'il y a forcément un mais, on n'a pas solutionné au départ la problématique qu'on avait de fréquentation au niveau des clients dans le magasin. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, donc le client venait 6 fois avant d'acheter un véhicule, il est passé à 2 fois, et c'est surtout qu'on s'est retrouvé avec un manque de fréquentation dans les boutiques. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que si je fais un parallèle avec les pièces détachées, c'est-à-dire toutes les pièces que l'on vend au comptoir, dans notre métier, on a une activité sur la moto neuve, une activité sur la moto d'occasion, une activité sur les pièces détachées, une activité sur l'atelier et une activité sur les accessoires. Toutes ces activités feront qu'à l'issue de l'année, on va sortir des résultats ou pas. Mais on a besoin de ces 5 centres de profit pour faire notre business plan. Avec cette baisse de fréquentation au niveau des magasins, on s'est retrouvé, si je prends un exemple du magasin de Tours, de 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel à 5 000 €. C'est-à-dire qu'on avait de moins en moins de personnes. Il y a un moment donné, donc imaginez 5 000 €, vous faites une marge moyenne de 30%, 1 500 € de marge pour payer les frais de fonctionnement, le magazine et tout ça. On était encore une fois avec une problématique de business. Donc, on a mis, encore une fois, c'est la réflexion, on s'aperçoit qu'on a l'impression que le business change d'endroit. Donc ça veut dire qu'on a commencé on a développé, on a survécu au niveau des motos neuves et des motos d'occasion à travers Internet. Donc du coup, en 2012, on a mis en ligne un site qui s'appelle pièceskawa.com, pièceskama.com. Et là, le succès a été incroyable dès le premier mois. Il faut se dire qu'aujourd'hui, on fait plus d'1 million € de chiffre d'affaires en pièces détachées sur Internet. Et on n'a pas plus de fréquentation dans le magasin, c'est qu'on se retrouve avec des clients maintenant qui achètent de n'importe où. Et parfois, on a même des Tourangeaux. Le site, il est basé à Tours. Les gens viennent en disant « Mais je ne sais pas, vous faisiez des pièces sur Internet, je l'ai vu quand je suis allé chercher ma petite trousse de sel dont j'avais besoin. Donc du coup, je suis allé sur pièceskama.com. » Donc on a encore une fois réussi à récupérer une activité qu'on était en train de laisser perdre, justement au profit de ces sites Internet. Mais on a continué à développer notre activité, c'est-à-dire qu'on a pris conscience, avec la baisse du marché, que tous ces clients qui étaient là pour profiter, faire de la moto ou avoir une certaine mobilité, tous ces clients avaient disparu. Donc on avait de moins en moins de personnes qui venaient au magasin. Donc du coup, encore une fois, à travers le site internet, on a décidé de faire rouler nos clients. C'est-à-dire que, on avait des offres cohérentes au niveau des neuves, on avait des offres cohérentes au niveau des occasions, on avait travaillé nos pièces au niveau de cette visibilité et les ventes de pièces en ligne, mais il fallait encore une fois, c'est qu'on avait un deuxième problème qui venait, c'est que nos clients faisaient en moyenne entre 8 et 12 000 km par an, maintenant ils font moins de 3 000. C'est-à-dire que quand on discute avec eux, ils nous parlent souvent de la répression qu'il y a sur la route. Alors c'est vrai qu'avant on vendait beaucoup de sportives
Maintenant, on a tendance à vendre beaucoup plus de roadsters, de façon à ce que les gens soient plus... c'est plus facile pour eux de respecter les vitesses. Mais à travers ça, on a continué à faire évoluer notre site internet pour justement apporter à nos clients des journées où vous allez pouvoir s'éclater, prendre du plaisir. Donc on a fait des journées pistes. Ça veut dire qu'on fait des stages de pilotage, donc j'organise 4 journées au Mans, sur le circuit des 24 heures, 2 journées à Pau, sur un circuit qui est dans le Pays Basque, qui est vraiment très agréable parce qu'il est petit, il est rassurant pour les gens qui sont en manque d'expérience. Et on a loué cette année le Castellet. En totalité, on va emmener 1200 clients faire de la moto sur circuit. Encore une fois, ces clients-là, derrière, consomment au magasin, prennent des pneumatiques, achètent des vêtements, et c'est justement de continuer à se faire plaisir, mais à partir du moment où on les encadre. C'est-à-dire que tout seul, on le voit encore ce week-end, on a fait une balade où on avait 60 motos à peu près. Si on n'essaie pas d'organiser les choses pour eux, les gens restent chez eux et ils font moins de choses. Alors c'est sûr que la télévision, Internet, les réseaux sociaux, tout le monde est parti pour essayer de profiter tout seul dans son coin. Mais on s'aperçoit quand on leur dit « Allez, ce week-end, on en parle avant, là on a posé la date du mois de juin, on a pris l'habitude de faire une balade par saison. » Et à chaque fois, les clients sont nombreux à venir, ils sont contents. On associe ces balades avec soit des endroits à visiter. L'année dernière, je les ai emmenés chez Girardot, à Marennes. Donc ça fait quand même 700 km aller-retour. Certains clients ont décliné l'invitation parce que ça faisait trop de kilomètres, mais d'autres me disaient Jean-Marc, on fait comment? On part à 7h le matin, donc 6h30 au magasin. On a une petite pause café, viennoiserie vers 10h30 et on arrivera à Marennes vers midi et demi. On visite toute la fabrique au niveau des huîtres et tout, et après on a un petit pot où on fait une dégustation d'huîtres, et après petit déjeuner, et on rentre le soir. Les clients sont très contents. Encore une fois, on prend vraiment conscience que les gens ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Si on les laisse tranquilles dans leur coin, ils ne sont pas forcément motivés pour sortir, ou ils ont toujours une autre raison, autre chose à faire. Mais ça ne solutionnait pas encore l'affaire. Et ce qui est surprenant, c'est que là on arrive en 2015, donc j'ai fini ma carrière, je travaille à la fédération, j'ai des magasins, c'est compliqué parce que d'année en année, on est obligé de trouver des solutions pour, entre guillemets, survivre. Et un soir, Laurence, ma femme, rentre à la maison avec un document de chez Volkswagen qui a organisé un certificat badge, c'est à une école à Montpellier, c'est Montpellier Business School. Cette école proposait, en partenariat avec Volkswagen, de faire pendant 2 ans comme l'équivalent d'une certification en master en gestion d'entreprise. Et c'était surtout aussi que ce cursus faisait appel à tous les centres dont on avait besoin au niveau de nos affaires. C'est-à-dire qu'il y avait de la gestion d'entreprise, il y avait de la relation humaine au niveau de la gestion des employés, tout ça, du commerce, et aussi tout ce qui était sur les nouveaux modes de communication, Internet et tout ça. Donc, j'ai décidé de m'inscrire en disant c'est l'âge, maintenant il faut peut-être que je me remette en question, parce qu'il y a encore une fois, on essaie pendant ces 5 dernières années, donc de 2010 à 2015, j'ai vraiment essayé de trouver des solutions pour parer à la fois les occasions, les pièces détachées, faire rouler les clients, tout ça, mais c'était pas suffisant encore, il fallait aller plus loin. Et plus loin, moi j'en discutais avec mon constructeur, personne n'était enclin à dire oui c'est dur, donc les magasins ferment. Il faut savoir que dans la région centre, on a eu entre 2005 et 2010 53 magasins de moto qui ont fermé. On était vraiment appelés à disparaître. Je leur dis mais non, nous, on doit trouver des solutions, nos clients sont ailleurs, il faut faire autre chose, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Qu'est-ce qui se passe? Alors souvent, quand le samedi je suis dans les magasins, j'essaie de discuter avec les gens, de voir. Alors effectivement, les motos sont chères. On roule de moins en moins, il y a la répression. Qu'est-ce que je vais faire? J'arrête, je vends, je roule pas assez. Souvent les femmes sont là pour dire ah oui mais tu sais j'ai ma cuisine à faire. Donc je préfère que tu vendes ta moto qu'on fasse notre cuisine. C'est aussi bien, puis la cuisine c'est tous les jours. La moto, regarde, elle est dans le garage, pendant 1 semaine, 2 semaines, les pneus sont à plein, tu vas même pas rouler avec. Donc c'est mieux que tu la vendes, comme ça on pourra changer la cuisine. Donc c'était plein de choses qui venaient comme ça régulièrement aux oreilles. Et du coup, quand cette opportunité d'aller à cette école est arrivée, je me suis dit allez, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai 50 ans et plus. Alors c'est un football parce que j'ai pas de cheveux blancs, mais je suis désolé, ça arrivera peut-être un jour. Mais du coup, ça a été pour moi une vraie révélation. Parce que je me suis dit, allez, c'est le moment, j'y vais, il faut se remettre en question, et je vais aller travailler avec des jeunes qui ont plein d'idées, qui sont tournés vers le numérique, enfin bref. Donc je suis arrivé à Montpellier.
Et la première fois, donc il y avait les gens de chez Volkswagen qui préparaient l'école, et puis au fond, il y avait un petit monsieur, un petit peu comme Michel, assis, il ne fait pas de bruit, un petit monsieur qui était là, qui écoutait. Et c'était Paul Martin, c'était notre professeur principal, qui avait fait HEC, un niveau assez élevé, dans la hiérarchie des professeurs. Et c'est surtout que cette personne-là avait travaillé toute sa carrière chez Michelin, pendant 30 ans. Et quand il m'expliquait enfin après, mais quand il est arrivé, donc les gens de chez Volkswagen, de l'école, tout ça ont tous fini, et ce monsieur est arrivé. Et il a expliqué calmement, avec ses mots, la manière dont ça allait se passer pendant toutes ces années. Et c'était, mais tout coulait de source. Il avait une manière de s'exprimer, et quand il nous a parlé de son cursus, il avait travaillé chez Michelin pendant 30 ans, il avait fermé les usines Firestone aux États-Unis, il avait ouvert le réseau Euromaster en Suisse. Il avait un parcours qui était incroyable, donc il était quand même assez surprenant. La deuxième fois, quand on est arrivé à l'école, et c'est lui qui gérait le cours, et puis ce jour-là, donc ils ont fait avec ses élèves, ils ont fait une étude sur le marché du nautisme, où ils parlaient de 2008, voilà, où c'était très très bien apporté. Enfin, à travers le monde, il y avait une activité qui était florissante, la crise des subprimes est arrivée, tous les marchés comme la moto se sont écroulés. Alors autant vous dire que le nautisme, les gens, on dit toujours qu'ils sont contents deux fois, le jour où ils achètent leur bateau et la deuxième fois quand ils vendent. Parce qu'il y a plein de contraintes, et d'entretien, et de tempêtes, et le droit et le port, enfin tout ce qu'il y a à gérer. Et cette personne-là nous explique quand il fait ce rapport sur le nautisme, on s'aperçoit que tous les marchés s'écroulent à partir de 2008 et qu'à partir de 2010, il y a un marché qui remonte, alors que tous les autres continuent à s'écrouler. Et ce marché, c'est celui des États-Unis. Alors, avec ces élèves, ils sont allés en profondeur pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est là que dans ce marché, on s'aperçoit que les gens ont arrêté d'acheter des bateaux avec toutes les contraintes qu'il y avait derrière, mais que c'était grâce à deux personnes qui sortaient de sociétés comme Apple et Amazon. Ils avaient touché un gros capital et ils avaient décidé d'investir dans la location de bateaux en achetant des anneaux à des endroits bien stratégiques. Et du coup, les gens pouvaient louer un bateau à New York et puis le descendre jusqu'au bas des États-Unis et vice-versa du côté ouest des États-Unis. Et à partir de là, ils se sont aperçus que la moyenne d'âge des gens qui faisaient du bateau est passée de 53 ans à 35 ans. C'est que les gens se mettaient à prendre du plaisir sans pour autant avoir les contraintes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est exactement le problème que l'on a nous dans nos marchés. Les gens ne veulent plus acheter parce que c'est cher, l'entretien, le coût de la dévalorisation, la carte grise, l'assurance. Je fais 2000 km par an, je me fais respecter par ma femme. Quand je veux faire de la moto, je n'ai plus de batterie. Les pneus sont à plat. Donc c'est toujours compliqué de faire du deux roues. Je me dis, mais pourquoi je ne fais pas une société, je n'essaie pas de trouver une solution pour la location. C'est là qu'est née la solution envie de rouler. Le soir, quand je suis rentré de Montpellier, je me souviens, on allait se coucher, il était 22h, j'avais la tête qui était tellement remplie d'idées, de choses, j'avais vraiment quelque chose à faire, donc je me suis mis à écrire. Et je me suis mis à mon bureau, et je dis à Lolo, écoute, va te coucher, moi j'ai des notes à prendre, je vais les prendre, et puis comme ça, moi je ne vais pas les oublier. Et j'ai écrit comment je voyais le site, comment ça allait se passer. Et non seulement j'ai écrit le site côté client, mais en répondant aussi à la demande des concessionnaires. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est à la recherche de nouvelles activités, mais on n'a pas les moyens de la financer. C'est-à-dire que je ne peux pas embaucher quelqu'un d'autre pour faire cette activité au niveau de mes garages. Donc il a fallu que je fasse, au niveau de cette réflexion, tout un parcours du client et du concessionnaire pour que ça ne coûte rien. Ça, j'ai écrit. Le jour matin, tu es arrivé, il était 6h30, tu me dis, t'es déjà levé? Non, je ne me suis pas couché. Et j'ai écrit toute la vie, mais vraiment, page par page. Et c'est là que j'ai mis en place la solution envie de rouler pour louer une moto en toute liberté. Ce que je voulais, c'était que la personne qui a envie de se faire plaisir un week-end, parce que, vous savez, tout à l'heure, quand je vous ai fait voir les graphes, je vous ai dit que le nombre de permis était toujours le même, mais on a 1,5 million de permis dormants en France. C'est-à-dire, je suis sûr que parmi vous, vous êtes nombreux, si je vois Manolo, il a le permis moto, il ne roule pas.
Pascal, c'est pareil, permis moto, tu ne roules pas, donc vous êtes nombreux, même ici, à avoir le permis moto et ne pas rouler. Quand on prend conscience de ça, on peut être optimiste. Donc du coup, la solution est de rouler. L'idée, ça serait de prendre, à travers une application facile, vous réservez votre week-end, vous réservez votre machine, et vous payez en ligne, et vous arrivez chez le concessionnaire, la moto est là, elle vous attend, vous n'avez plus qu'à faire une balade de 100, 300, 400, 500 km, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez faire une journée, un week-end, une semaine, enfin, tout est en fonction de votre pouvoir d'achat. Donc du coup, est né ce site internet avec, vous voyez, donc, là on a déjà bien avancé, mais c'est surtout le principe de l'application que vous allez tranquillement, chez vous, choisir le véhicule qui vous plaît et la date à laquelle vous allez pouvoir aller faire de la moto. Et ce qui est bien, c'est qu'on a souvent eu un autre problème avec nos clients, c'est la mixité des produits. C'est-à-dire que le client, il aurait envie d'une sportive, et vite, mais sa femme a vu une selle pour faire de la moto confort. Alors le client, il est partagé en disant « Qu'est-ce que je fais? J'achète une sportive, mais je vais avoir la soupe à la grimace. Ou j'achète une routière, alors ça va être contente, mais je vais pas me faire plaisir. » Le problème de la routière, c'est que quand il fait le calcul, il s'aperçoit que sa femme, elle monte 3 fois derrière lui. Alors il se dit « 3 fois, je vais avoir ma routière toute l'année et je ne me fais pas forcément plaisir. » Avec envie de rouler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie d'avoir un roadster tranquille pour aller vous faire une balade avec les copains, c'est possible. Si vous voulez prendre une sportive pour aller défier la maréchaussée et perdre quelques points, c'est possible. Et si vous voulez faire plaisir à votre femme et rouler avec une routière, c'est aussi possible. Voilà. Donc, ça c'est le côté du client. Après, quand je vous parlais tout à l'heure de la réflexion que j'avais vis-à-vis des concessionnaires, c'était de pouvoir leur mettre à disposition une gestion de parc. Et c'est surtout que pour le concessionnaire, il y a un autre attrait. On a parlé tout à l'heure qu'on avait une baisse de volume au niveau des motos neuves. Les constructeurs nous mettent toujours la pression. On a des parts de marché à respecter, on a des volumes à faire, et si vous ne faites pas les volumes, ni la part de marché, du coup vous n'avez pas vos primes. Et si vous n'avez pas vos primes, vous mettez encore une fois votre entreprise en péril. Donc, ce que j'ai apporté au niveau des concessionnaires, c'est qu'en faisant de la location moto, vous arriviez à avoir un volume supplémentaire que vous allez dédier à la location. Et je suis allé plus loin encore. Donc du coup, c'était pour le concessionnaire une façon de gérer ses parcs de motos de location. Et on a même mis en place, au niveau, alors là vous avez le tableau de bord, les réservations, le parc moto, vous avez un espace occasion, c'est-à-dire que quand la moto elle a rempli son critère, c'est-à-dire que pour que le business model soit parfait, il faut que la moto roule jusqu'à 3500 km. Au-delà des 3500 km, ça génère des frais qui sont malheureusement à prendre sur le coût de la location, sur votre produit de la location. À 3500 km, vous la vendez, elle va directement dans les occasions, et les occasions, elles vont partout sur le bon coin, sur la centrale et tout. Donc le concessionnaire, il a juste des petits clics à faire en disant, cette moto-là, le site lui dit, attention, 3500 km, il faut changer de moto. Donc il a juste à cliquer pour la mettre sur les occasions. Et quand il veut que cette moto-là parte sur le bon coin, il refait un petit clic et elle va en annonce sur la France entière. Donc, comme je vous disais, 2016, réflexion pour la mise en place de ce réseau. J'ai travaillé donc, avec une société de Tours qui s'appelle Factory 02. Ils ont vraiment été suffisamment intelligents, ingénieux et tout pour arriver à mettre en place le site internet. Et on a commencé donc en 2007 la mise en ligne du site. En 2017, l'application est arrivée en même temps. C'est-à-dire qu'un mois après, on a réussi à avoir l'application parce que, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver à avoir cette facilité. C'est-à-dire que, comme on va le voir après dans l'exposé, c'est que ça suscite chez le client une envie. C'est envie de rouler, comme on parle, donc du coup, il faut que la réservation soit très facile. Si on commence à lui mettre des freins en disant il faut aller sur Internet ou il faut téléphoner ou quoi que ce soit, c'est toujours compliqué. Là, le but était vraiment de rendre la location très facile. Donc, j'ai commencé justement avec ce travail que je fais à la Fédération, de voir pas mal de concessionnaires tout au long de la France, enfin dans tous mes voyages au niveau de la France. Ça m'a permis de signer mes premiers contrats avec des concessionnaires. C'est-à-dire qu'au départ, vous voyez, fin 2017, on était 5 concessionnaires titulaires de la licence envie de rouler. Encore une fois, quand on discute de ça avec eux, ils ont tout de suite été séduits par l'aventure parce qu'il y avait à la fois
le fait de faire revenir dans nos concessions des clients qui avaient disparu, qui ne voulaient pas acheter une moto, mais qu'ils avaient déjà réfléchi à de la location de moto. Malheureusement, c'était toujours contraignant, il fallait téléphoner, ils n'avaient pas forcément le véhicule qu'ils voulaient. Là aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose qui est très facile, et le client il se fait plaisir déjà quand il est en train de choisir les véhicules avec lesquels il a envie de rouler. Fin 2017, donc on avait 5 concessionnaires, on avait déjà plus de 100 motos en location sur le site. Mais en dehors de cela, il fallait que j'apporte quelque chose de plus aux concessionnaires. Parce que là, on parlait de volume, en disant voilà, le concessionnaire, il va acheter 10 ou 15 motos qui vont lui permettre de faire son volume. Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à discuter avec les constructeurs pour, un petit peu comme dans l'automobile, reconnaître cette activité légalement et offrir aux concessionnaires une remise supplémentaire, comme il se passe en voiture. C'est-à-dire que quand vous achetez des voitures qui sont liées à la location, enfin vous à la location, du coup, vous avez la possibilité d'avoir des remises supplémentaires. Et pour nous, en termes de concessionnaire, ça nous permet d'avoir une remise en plus qui permettra de vendre la moto après la location plus facilement. Donc du coup, c'est ce qui s'est passé avec Honda. Honda a été tout de suite séduit par le process et nous a donné un petit coup de main dans le développement de la franchise au niveau de leur réseau. Par la même occasion, on a pris un partenariat avec ECF. ECF, c'est l'école de conduite française qui fait passer les permis moto, et qui, eux, étaient conscients que sur 5 personnes qui passaient le permis, il y en avait 3 qui ne roulaient plus à moto. Donc ils se retrouvaient avec une forte demande de gens qui venaient aussi les voir en disant mais j'ai vendu ma moto, j'ai passé le permis, j'ai pas refait de moto, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et grâce à ECF, on a eu aussi à travers nos points de location des gens qui sont venus en disant voilà, j'ai appris qu'on pouvait louer une moto facilement, donc comment on peut faire? En 2018, on a mis en place 12 points de location, on avait 212 motos immatriculées, on a fait 1442 jours de location, on a fait plus de 1000 contrats. Vous voyez, on est dans un schéma où le plus difficile que l'on rencontre, que l'on ait aujourd'hui, c'est de faire connaître l'application. Les gens, une fois qu'ils sont habitués, on a des clients qui vont louer 8 fois par an, en changeant, comme je vous disais tout à l'heure, en fonction des humeurs, ils vont soit partir sur un roadster, soit partir sur une sportive, ou faire des balades avec leurs copains. Les perspectives 2019, on se retrouve avec 28 points de location ouverts. Donc vous voyez là, on commence vraiment à développer. Là vous avez des petits points verts et des petits points rouges. Donc les petits points rouges, c'est tous les sites qui sont déjà ouverts. Et les petits points verts, c'est ceux avec lesquels on est en train de mettre en place le contrat de location en vie de rouler. Alors, c'est un contrat de licence, c'est un contrat qu'on a mis en place avec la FIDAL, qui doit respecter les 21 jours avec la DIP, la déclaration d'un formel de contrat. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut savoir que tout est très encadré par à la fois la loi et les impôts. Donc, du coup, on a aujourd'hui 28 points de location qui vont ouvrir dans l'année. Ça va représenter 480 motos neuves immatriculées. On a un objectif de plus de 3000 jours de location de motos. Et on s'est fixé un objectif de 2100 contrats. C'est une activité qui change parce que maintenant, on se retrouve, comme je vous le disais, alors, au-delà du fait qu'on est en train de mettre en place le site en anglais parce qu'on a une demande sur l'Australie. Il y a quelqu'un que je connais au niveau de la FIM qui m'a contacté justement pour essayer de transposer cette activité chez eux, parce que le problème qu'on rencontre en France au niveau de la chute du marché, elle est internationale, elle est mondiale. Aujourd'hui, tous les pays d'Europe, tous les pays du monde sont confrontés à cette baisse de marché. Donc du coup, on a une version anglaise qui est en route, et c'est surtout qu'on a signé un contrat avec Kawasaki récemment, mais depuis le début de l'année, je suis en relation avec Europcar, qui a une forte demande au niveau de ses agences, justement sur le développement de cette activité, parce qu'il y a des clients qui veulent, pour de la mobilité ou pour se faire plaisir, ils ont des habitudes avec eux et ils aimeraient essayer de proposer ça en plus, parce qu'il y a des gens qui font de la location à la semaine et ils voudraient récupérer éventuellement un véhicule le week-end. Et donc les gens d'Europcar m'ont contacté en début d'année pour savoir s'il était possible de faire une association. Est-ce qu'on pouvait voir? Parce qu'ils avaient fait il y a 15 ans un essai, mais on se retrouve sur une activité qui est vraiment particulière. Et au niveau de leur société, ils n'ont pas les gens compétents. Enfin, à l'époque, ils n'avaient pas les gens compétents, et surtout au manque de connaissances de comment se passait l'activité. Donc là, depuis le début de l'année, on enchaîne les réunions pour justement
former les équipes. Donc on va commencer sur Paris, on va avoir une agence à Diderot, et après ils veulent faire toute la côte, c'est-à-dire qu'on va faire Cannes et Nice dans un premier temps, et eux après ce qu'ils veulent c'est vraiment essayer d'intégrer cette activité dans leurs agences. Alors on parle de grandes villes, on parle de Lyon, on parle de Bordeaux, on parle de Lille, parce qu'ils ont vraiment pris conscience qu'il y avait un intérêt de mobilité déjà, parce qu'aujourd'hui ça rentre dans l'air du temps. Alors il faut savoir que, aussi surprenant que ce soit, au niveau de nos constructeurs, aujourd'hui on n'a rien à proposer à nos clients au niveau de l'électrique. On a BMW qui fait un scooter, mais chez les marques japonaises, alors ils nous disent qu'il y a les JO de 2020 qui arrivent, et du coup ils sont en train de travailler pour vraiment faire les JO à 100% électriques, mais on s'aperçoit que nous on a vraiment une déficience de ce côté-là, parce que quand les clients nous demandent « vous avez des véhicules électriques en location ?» Non, rien, on ne peut pas proposer cette offre, et on sait très bien que dans les grandes villes, Paris notamment, où les gens raffolent de ce mode de locomotion. Donc, avec Europcar, on est vraiment en train de mettre en place un fonctionnement en accompagnant les équipes. On va loin au niveau de ce partenariat, parce que comme on se retrouve avec des gens qui n'ont pas l'habitude, et que malheureusement nous, le problème que l'on a à moto, c'est que parfois il y a des chutes, il faut être capable de leur donner plein de fiches de façon à ce qu'ils puissent facturer au client si jamais il tombe à droite, si jamais il tombe à gauche. Enfin, il y a un gros partenariat, il y a un accompagnement à faire. Mais une chose que nous, on n'a pas encore au niveau de notre activité, c'est-à-dire que quand vous achetez un véhicule de roue, vous êtes forcément assuré, AXA ou n'importe où. Si vous avez un problème et qu'on doit vous mettre un véhicule de remplacement, si vous avez acheté un euro pour faire de la mobilité, ce véhicule de remplacement qu'on va vous donner, c'est une voiture. Donc les clients souvent leur disent, mais moi j'ai pas envie d'avoir une voiture, ce que je veux c'est un scooter ou une moto. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas possible aujourd'hui. Avec le développement d'envie de rouler, on est aujourd'hui en train de discuter avec Europe Assistance et Mondial Assistance, parce que c'est encore une fois quelque chose qui leur plaît, en disant, mais viennent, ils me disent, mais Jean-Marc, une fois que ton réseau sera suffisamment déployé au niveau du pays, nous, à partir de là, on pourra vraiment faire deux choses. Proposer à nos clients, quand ils vont avoir un problème technique, une solution de remplacement par un euro, mais c'est surtout, au niveau des assurances, c'est envoyer le client dans un point envie de rouler. C'est-à-dire que, encore une fois, par rapport à notre solution qui fait que vous voulez faire de la location, vous vous retrouvez à faire revenir dans vos concessions des clients que vous n'avez pas vus depuis parfois 15 ans. Vous avez possibilité de vendre des motos neuves. Vous allez faire vos volumes annuels plus facilement parce que vous avez acheté plus de motos chez le constructeur. Et en plus, on va pouvoir permettre à nos concessionnaires d'avoir une activité supplémentaire par rapport au fait qu'on sera référencé chez Mondial Assistance et chez Europe Assistance. Donc vous voyez, tout ça, c'est vraiment une boucle, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, imaginer, même moi le premier, quand j'ai commencé à mettre ça en place en 2015, j'étais loin de m'imaginer qu'il y avait autant de choses qui pouvaient se mettre en place suite à cela. Par contre, et là on arrive dans le vif du sujet. On a parlé des outils informatiques, on a parlé des outils techniques avec les applications et tout ça. Le problème, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose qui est viscéral, c'est envie de rouler. C'est-à-dire que je suis sûr que pour ceux qui ont le permis moto et qui vont être au volant de leur voiture, il fait beau, il y a une moto qui vous passe, vous êtes en train de faire la queue, vous êtes dans un bouchon, tout de suite ça va vous déclencher chez vous l'envie de faire de la moto. Ça va vous donner envie de rouler. Et du coup, le plus difficile pour nous, c'est d'arriver à faire avec l'émotion. Alors quand vous êtes arrivé tout à l'heure, on a dû vous mettre à disposition un jeu de cartes. Vous voyez, c'est des petites choses sur lesquelles on travaille, comme je disais tout à l'heure à Jean-Christophe. Une année, on a offert des chaussettes à nos clients. Alors on dit, mais pourquoi des chaussettes? Alors je n'ai pas compris. Et c'est simple, c'est que le matin, le client il est en train de s'habiller pour aller travailler, il ne pense pas du tout à son euro, mais quand il tire son tiroir, il voit une chaussette type de l'étain, il dit, bah tiens, Jean-Marc, il est là. Mais on aurait pu faire d'autres choses, hein, pour s'arrêter aux chaussettes. Donc le plus difficile pour nous, c'est d'arriver à capter cette attention dans n'importe quel endroit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les réseaux sociaux, on peut s'appuyer sur une annonce, sur une émission de radio, sur un visuel qui va déclencher chez le client l'envie de rouler. Après, ça va être comment concrétiser son envie. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec Google, quand on a créé le site, encore une fois, chaque activité a son métier.
Quand on a créé le site en 2016, quand j'ai travaillé avec Factory 02, on n'avait pas toutes les ficelles pour parler de ce fameux référencement qui est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez faire remonter votre site en tête de liste, il suffit de mettre des gros chèques chez Google et vous allez être en première ligne. Le problème, c'est que ça coûte cher et aujourd'hui, la société est trop jeune pour arriver à financer des campagnes pareilles. Donc, on s'est aperçu quand on a travaillé avec une société de Montpellier, parce que quand je suis allé à l'école, il y a quand même une chose qui a été surprenante. Bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a fait, vous savez, comme c'était sur 2 ans, il y avait un mémoire à faire. Et j'ai fait un mémoire justement sur la mutation du marché de la moto, qui s'est très bien passé parce qu'ils m'ont donné 19 sur 20. Et quand j'ai fait ma soutenance, j'ai eu aussi 19 sur 20 sur le mémoire. Mais au-delà de ça, quand on a mis en place ce site internet, on n'a pas pris, il faut faire très attention sur la manière dont votre site est écrit. On l'a mis, nous, la première fois sur une base JavaScript. Et il se trouve que cette base, au niveau de chez Google, est très mal référencée. C'est-à-dire que même si vous avez des visites, c'est comme s'ils ne gardaient pas en mémoire le nombre de visites que vous avez vues sur votre site. Donc pendant l'hiver, et grâce à une personne que j'ai connue à Montpellier Business School, pendant l'hiver, j'ai réussi à faire passer mon site en HTML. Du coup, ça nous a tout de suite donné beaucoup plus de visibilité au niveau d'Internet. Mais ce n'était pas suffisant. Il a fallu... parce qu'encore une fois, quand vous voyez le site, on est sur une application qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qui est très pratique. Une fois que vous connaissez Envie de rouler, vous avez facilement l'opportunité de louer une moto. Sauf que aujourd'hui, si vous voulez ramener un maximum de clients sur cette application, ça vous oblige à faire du travail au niveau de la page de garde du site. C'est pour ça qu'on est passé en HTML et qu'il est important de mettre des rubriques avec du contenu. C'est-à-dire qu'il faut mettre des vidéos, il faut mettre tout le retour de clients. Et une chose sur laquelle il est important de travailler, à partir du moment où vous êtes sur une activité comme ça sur Internet, c'est la communauté. Et nous, on est vraiment aujourd'hui en train de pousser les clients qui ont fait de la location, de faire des photos, de mettre ces photos-là sur Instagram. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Facebook, c'est une activité qui a un petit peu changé au profit d'Instagram. Les gens sont vraiment plus intéressés pour faire partager ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de louer une moto, vous allez partir avec des amis, vous allez faire des photos, vous allez être dans un bel endroit, vous allez échanger avec tous ceux qui vous entourent. Et du coup, nous, ça nous permet au niveau d'Instagram de récupérer une communauté très 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 importante qui fera que, comme tout le monde partage les photos, on se retrouve à susciter l'envie. Encore une fois, votre client, il est devant son écran, il voit qu'il a ses amis qui sont allés faire un tour à moto le week-end, ils ont passé un bon moment. Donc du coup, ils vont avoir la possibilité de dire « Ah bah tiens, je vais aller faire un tour sur Envie de rouler pour voir comment ça se passe ». Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le plus difficile pour nous, c'est d'arriver à se faire connaître et d'arriver à faire en sorte qu'on ait un maximum de clients qui reviennent. Et puis, à partir de là, une fois que les clients ont pris l'habitude de se connecter, de choisir leur week-end, de partager, eh bien, on arrive non seulement à fidéliser, mais à avoir de plus en plus de clients qui viennent chez nous. Donc, c'est sûr qu'au niveau des 2 magasins, enfin, de tous nos franchisés, on est sur une activité qui est grandissante, on a beaucoup de perspectives de développement, on a des clients qui reviennent au magasin, on a des gens qui sont très heureux de pouvoir rouler avec des motos neuves alors qu'ils n'avaient, entre guillemets, je ne veux pas dire pas les moyens, mais ce n'était pas leur priorité. Vous avez vraiment envie de passer un moment, ok, ça me coûte 199 ou 250 €, mais ça va me coûter que 199 ou 250 €. Je vais revenir, je pose ma moto, je me fais plaisir, j'ai passé un bon week-end, soit je suis parti avec ma femme, soit je suis parti avec des copains, mais j'ai encore une fois, j'ai pris du bon temps et ça m'a fait plaisir et je recommencerai l'opération. Donc maintenant, je vais vous faire voir ce qu'on a préparé en plus. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour susciter l'envie, on a même été obligé de faire des photos quand on communique sur les réseaux. Ma femme m'a dit c'est la cuisine ou la moto, moi j'ai fait les deux. Donc vous voyez, on est toujours en train d'essayer de trouver des choses assez originales pour encore une fois susciter l'envie. Et je vais vous faire voir parce qu'au tout début, ça c'est une vidéo qu'on a réalisée nous-mêmes. Je vais pousser.
la première vidéo qu'on a réalisée nous-mêmes pour justement, encore une fois, on a mis ça dans les salles de ciné, parce que c'était surtout pour susciter, encore une fois, chez les gens l'envie à un moment inopportun, parce que vous êtes au ciné, vous êtes tranquille, vous allez voir un film, et là on vous passe une vidéo comme ça où vous pouvez louer une moto facilement. Et on a fait une dernière vidéo. Et là, ça représente bien ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la vie de couple, quand les hommes ont vendu les motos. Ça fait combien de temps que tu as vendu ta moto? 2 ans, pourquoi? Avec envie-de-rouler.com, louer une moto en toute liberté. Donc voilà. Donc, pour clôturer cette présentation, qui j'espère vous aura plu, il y avait, je me souviens, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'on a toujours tendance à travailler, on passe notre temps, on a beaucoup d'activités, et on a tendance à ne pas regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez. Comme je vous disais tout à l'heure, ça fait 30 ans que je fais de la moto. Là, on se retrouve vraiment avec le fait de se dire il faut toujours rester affamé, il faut toujours être entre guillemets idiot, parce que ça nous permet de chasser un petit peu ce que l'on a comme préjugés pour essayer d'avoir d'autres activités pour trouver des solutions pour justement relancer notre activité. Voilà, je vous remercie messieurs, dames. J'espère que j'ai été suffisamment précis. Merci. On a maintenant pour quelques questions, parce que vous pouvez peut-être vous poser des tas de questions par rapport à vos propres activités. Moi, j'ai une remarque, on dit toujours que c'est la première question qui est la plus difficile, mais pour l'instant, vous réfléchissez pour savoir qui va prendre le micro. Tu es parti très tôt, à cause d'une situation particulière. Est-ce que c'est encore possible, dans son activité, de se mettre simplement maintenant à utiliser le numérique pour changer son modèle? Ou est-ce que c'est trop tard et que toutes les personnes qui disent quel est ton sentiment par rapport à ça? Alors, franchement, quand j'ai commencé à réfléchir à cette activité, il y avait dans notre environnement 2 sociétés qui proposaient déjà de la location de moto. Mais encore une fois, je pense que dans n'importe quelle activité que l'on peut avoir aujourd'hui, il y a toujours ce petit côté de ce qu'on apporte soi-même, sa vision du commerce. Peu importe l'activité que l'on fait, on a une sensibilité avec cette activité qui est différente de nos collègues. Quand on prend des discussions avec des clients, ils vont aimer telle ou telle chose chez l'un, telle ou telle chose chez l'autre. Ça veut dire qu'on a forcément une sensibilité que les autres n'ont pas. Et je pense que quand on est sur une activité nouvelle, peu importe quelle qu'elle soit, il y a toujours, je pense qu'à partir du moment où on a un dicton qui dit que la fin justifie les moyens, je pense que tant qu'on a cet état d'esprit, on a forcément envie de se remettre en question, on a forcément des alternatives, et puis je crois que chaque individu a forcément des choses que les autres n'ont pas. Donc à partir de là, je pense qu'encore une fois aujourd'hui, je suis sûr qu'on est capable de se réinventer, de réinventer un métier. Regardez aujourd'hui, prenez l'exemple de Blablacar, il a commencé avec covoiturage.com, ce n'était pas forcément une réussite. Quand il est arrivé dans l'air du temps avec les problèmes économiques, de pollution, tout ça, Blablacar est arrivé et ça a percé en quelques temps. Prenez Airbnb. Je crois que, alors maintenant, il y a un modèle économique qui est là, et les pouvoirs publics, l'État prend des mesures au niveau fiscal et tout ça pour qu'on encadre un peu plus les professions. Mais je crois qu'aujourd'hui, tant qu'il y a de l'envie et de l'espoir, oui, tout est possible, tout est possible. Peut-être aussi un esprit de compétition que tu avais développé précédemment. La deuxième question, elle est où? Que je te transmette le micro, oui. Envie-de-pédaler.com, c'est mon permis. Alors, tu veux que je te dise, Paul je voudrais vraiment vous dire, parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé le système, j'avais un mauvais retour au niveau du micro, c'était vraiment très désagréable. Là, ça va beaucoup mieux. Envie-de-pédaler.com, donc sache qu'on a une demande aussi, tu sais, par rapport au vélo électrique. C'est-à-dire que les gens, notamment avec la Loire, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire la Loire en partant de Tours, ou on pourra aller n'importe où. Mais là, on rentre des vélos électriques chez Type de l'Étang pour justement répondre à une demande de personnes qui viennent en vacances, encore une fois, qui ne veulent pas s'ennuyer à porter des vélos, pour avoir cette solution de mobilité en arrivant. Voilà, j'arrive à Loire, je prends un vélo électrique, je vais faire la Loire soit en remontant, soit en descendant. Et alors ça ne va pas être envie-de-pédaler.com, mais c'est envie-de-rouler.
Ouais, Jean-Marc, pour développer toute cette activité, as-tu besoin de t'entourer? Je pense en particulier à un nouveau métier qui arrive maintenant une petite dizaine d'années, qui est le community manager. Oui, complètement. Oui. C'est quelqu'un que j'ai embauché chez moi la première année en 2014. Parce que au début, quand on est sur la gestion d'un site internet à travers des annonces ou quoi que ce soit, c'est facile, on peut le gérer, les vendeurs le font, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'aperçoit aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux, la communication, alors c'est des bons côtés et des mauvais côtés. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez toutes ces notes que l'on a sur Google, on a pas mal de clients quand ils viennent chez nous, quand ils viennent de Saint-Etienne, de Lille, n'importe quoi, ils voient une moto qui les intéresse. Ils s'aperçoivent que chez Team de l'Étang, ça fait longtemps qu'on est là, on a des motos qui sont garanties 1 an. Ils vont tout de suite regarder les notes que nous avons sur Google. Si ces notes sont bonnes, donc nous on est entre 4,5 et 4,7, donc ça veut dire avec plus de 100 commentaires, donc c'est quelque chose qui est crédible. Ils vont quand même malgré tout regarder tout ce qui se passe. Et c'est là où le travail du community manager est important parce que nous, chefs d'entreprise, on a des centaines de dossiers à gérer chaque jour. On n'est pas forcément réceptif de ce genre de remarques. Et c'est bien d'avoir dans nos sociétés justement cette personne qui est là, qui veille en permanence, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mauvais commentaire, parce qu'il y en a, il faut systématiquement répondre. Je crois que c'est surtout ça. Souvent, le tort des entreprises, quand il y a des mauvais commentaires, c'est de mettre ça au fond, de ne pas vouloir en parler. Et malheureusement, pour le client nouveau qui arrive, la première chose qu'il fait, pour lui, c'est la chose la plus facile à faire pour vous connaître en quelques secondes. Il va lire les commentaires. Et équipe sympa, l'auto pas terrible. Alors voilà, quand on voit, ça peut être une force, si ça se passe bien, mais imaginez si vous avez des mauvais commentaires, c'est rédhibitoire. Il faut vraiment être très à cheval dessus. Et aujourd'hui, le budget que vous pourriez donner, alors, je sais que c'est compliqué, mais ce budget com que vous mettiez avant dans les papiers, dans les choses comme ça, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut peut-être le recentrer et avoir à demeure un poste de community manager. Mais ce que je trouve dommage, c'est que justement on est dans l'ère de l'échange de services. Je pense que c'est un job, parce que toutes les entreprises n'ont pas les capacités de prendre un community manager, parce qu'on est sur des gens qui vont coûter entre 35 et 45 000 euros par an. Donc ça sous-entend qu'on pourrait peut-être mutualiser le service. La CCI pourrait présenter ou proposer à ses adhérents ce département community manager où justement toutes les entreprises pourraient adhérer et payer au nombre d'heures, parce que franchement, nous, j'ai su évoluer avec le temps, parce que ça a été nécessaire. C'était soit je m'en remettais en question, soit je fermais la boutique. On dit toujours tout ce qui tue pas rend plus fort. Donc ça veut dire que nous, c'est quelque chose qu'on a intégré depuis longtemps, le côté type community manager, l'image, le respect de l'image. Vous voyez tout à l'heure quand je parlais d'envie de rouler, c'est que dedans, on a même fait les chartes graphiques, c'est-à-dire que toutes les communications qui sont faites par les licenciés envie de rouler est validée chez nous. C'est-à-dire que la taille du casque, l'écriture, la couleur de l'écriture, la manière dont on communique et tout ça, tout est contrôlé pour que justement vous puissiez toujours avoir le même fil conducteur et quand votre client il va avoir envie de rouler, s'il voit un casque, il sait à quoi ça, il sait tout de suite à quoi ça se passe. Je voulais savoir s'il avait été facile ou difficile de faire changer les habitudes de vos salariés en interne suite à cette réorganisation. A-t-il fallu les former? Comment vous avez organisé tout ça? Il y a eu alors, par rapport à l'arrivée de la moto de location ou par rapport à l'activité en général? Les deux. L'activité en général, il a fallu que chez nous, par exemple, le fait de cette baisse de marché, si vous voulez, j'ai une concession Honda à Tours, on fait 200 motos neuves et à peu près 150 motos d'occasion, on est 3,5. Il y a un directeur qui est vendeur, il y a un réceptionnaire magasinier qui fait les commandes de pièces et qui gère le planning, et j'ai un mécanicien derrière avec un apprenti. C'est-à-dire que cette diminution, il y a 10 ans, on aurait été 5 ou 6 personnes. Donc il y aurait eu un magasinier à temps complet, un réceptionnaire pour l'atelier, et puis 2 mécaniciens derrière. Aujourd'hui, ce qu'il a fallu faire changer dans nos équipes, c'est la polyvalence. Il a vraiment fallu accompagner. Donc, alors, ce n'est pas forcément vis-à-vis de la vente, parce que ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, assez facile. À l'inverse, au niveau de la gestion de l'atelier, c'était plus compliqué, parce que de 2 personnes devant, on est passé à 1. Donc, pour trouver un magasinier réceptionnaire,
avec 3 marques à gérer. Ça veut dire qu'il y a 3 systèmes informatiques différents, 3 manières différentes de gérer des retours de garantie, 3 manières différentes de travailler vis-à-vis des clients, 3 clientèles différentes, parce que le clientèle Kawasaki n'est pas la même que la Honda. Le client Honda est plus calme, plus âgé, client Kawasaki plus fougueux, plus palpant, tout de suite, vous voyez, plus impatient. Et à l'atelier, il a fallu, lorsque cette personne-là, parce qu'il y a des congés, quand ces personnes-là ne sont pas là, donc nous on n'est pas fermé, c'est-à-dire que le magasin est ouvert 50 semaines par an, il a fallu que derrière on puisse aussi former dans l'atelier une personne qui soit capable de passer devant pour répondre aux demandes des clients. Donc oui, chez nous, ça s'est fait avec on a accompagné le changement. C'est-à-dire que ça a vraiment été chez moi. Quand je recrute quelqu'un qui va venir travailler, c'est complexe, c'est-à-dire qu'on va le prendre pour un poste de mécanicien, mais on va s'assurer pendant à la fois son recrutement, sa formation, voir s'il a des aptitudes informatiques, pour qu'à un moment donné, il puisse être mis devant pour voir un peu comment ça se passe. Et on a eu des vraies révélations. Là, j'ai par exemple mon réceptionnaire à Bois qui est arrivé chez moi il y a 16 ans à l'apprentissage pour faire de la mécanique. Il est passé par tous les postes et aujourd'hui il est responsable de l'atelier. Donc oui, il y a du changement à faire. Après, quand j'ai commencé à faire la franchise en vide roulé, enfin la licence, j'ai mis le magasin de Blois et le magasin de Tours en situation. Ça m'a permis, entre ma secrétaire commerciale, mon vendeur, mon réceptionnaire atelier, de voir comment on pouvait organiser et intégrer cette nouvelle activité sans que ça perturbe les uns les autres. Quand je vous parlais tout à l'heure du process, vous savez, sur la gestion de l'activité sur le magasin, c'est-à-dire que de la comptable jusqu'au vendeur, quand il y a un mail, quand il y a une réservation qui est faite, il y a un mail qui est envoyé à toutes les personnes qui sont en charge de l'activité location pour dire il y a tel véhicule qui part à tel jour, à telle heure, pour telle personne. Donc c'est payé. La comptable reçoit un message comme quoi, dans son relevé de compte demain, elle aura 395 €, c'est l'allocation de monsieur Antel. Le chef d'atelier sait que le véhicule qui est concerné, il faudra qu'il soit propre, avec le plein prêt à partir. Le vendeur et la secrétaire administrative, ils sont au courant que le client, quand il va arriver, on va le prendre en charge, on va s'assurer qu'il a donné son bon numéro de permis, on va s'assurer que c'est la bonne personne surtout, on va s'assurer que la caution est prise. Après, on va lui faire une mise en main, parce que, encore une fois, ce client-là, si on s'en occupe bien comme on doit faire au quotidien, il se peut peut-être qu'il rachète une moto. Parce que dans la réflexion, je me disais, les gens, peut-être que ça va leur donner envie de racheter une moto. Malheureusement, non, c'est 2% de nos clients. Vraiment, les gens viennent que pour la location. Mais vous voyez, il a fallu tout au long du parcours que je me mette dans la peau du client vis-à-vis de mes employés pour voir comment, à quelle période, je pouvais intégrer du service sans perturber le reste de l'activité. On a mis, ça nous a fait par exemple obliger à mettre sur le site des horaires de livraison. C'est-à-dire que le client qui loue sa moto, il ne peut pas venir n'importe quand, n'importe comment. Mais là, il choisit son créneau horaire. Donc nous, comme il est séparé de 15 minutes, ça nous laisse le temps de faire des belles mises en main. Parce que c'est là-dessus aussi, dans l'esprit envie de rouler, c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où votre client, quand il arrive, il s'est mis dans la peau de celui qui allait acheter une moto neuve et qui partait avec sa moto neuve. Vous voyez, il y a vraiment du mimétisme entre le client de location et le client qui vient chercher sa moto qu'il a achetée. On est dans le même état d'esprit. Il vient, on lui fait une mise en route, elle est vraiment clé en main et le client il part. Voilà, il se fait plaisir.